Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Jean-Grenier Godard, je suis le directeur de l'Alliance française. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici avec toute l'équipe du service culturel de l'Alliance, notamment Laetitia Delemare, Marin et son équipe. L'Alliance française, c'est une association qui a pour but de promouvoir l'enseignement du français langue seconde au Canada, et particulièrement ici sur tout GTA, sur le sud de l'Ontario, et puis également de promouvoir les cultures francophones. Dans ce cadre-là, nous avons commencé notre saison 2018-2019 cette semaine avec la projection de 3 films, L'Intrus, 35 Roms et Beau Travail. Et nous terminons cette semaine en beauté puisque nous avons la masterclass avec Claire Denis. Donc, voilà. Cette masterclass sera animée par Claudia Ebert, qui est une grande spécialiste du cinéma que certains connaissent sans doute. Avant de poursuivre, je voudrais remercier nos partenaires, Unifrance, IF Cinéma, le service culturel de l'ambassade de France, Criterion, BMO et Patrimoine canadien. Pour vous présenter Claire Denis, je vais laisser la place à Madame l'ambassadrice de France à Ottawa. Merci bien, très belle soirée. Voilà. Bonsoir. Agnès Varda, Pascal Ferrand, Robert Guédigan. Chaque année, l'ambassade de France a le plaisir de s'associer à la venue des plus illustres cinéastes français de notre époque et ainsi renouveler son soutien sans faille à la diffusion de la création française, à la diffusion de la création cinématographique et culturelle au Canada et à travers le monde. Cette présence est particulièrement fournie cette année pour la 43e édition du Festival international de films de Toronto, puisqu'il y a cette année 28 longs et courts-métrages français et environ une 50aine d'artistes français, qu'ils soient acteurs ou réalisateurs, présents à Toronto pour défendre leurs films. Donc c'est une présence très importante. Claire Denis en fait partie, et c'est même une habituée du Festival de Toronto, puisque bon nombre de ses films ont été présentés ici, comme Chocolat, J'ai pas sommeil, et plus récemment White Material. L'occasion était donc toute trouvée pour célébrer sa magnifique carrière. High Life, qui sera présenté demain dans la sélection Gala, marque toutefois un tournant dans cette riche carrière puisqu'il s'agit du premier film en anglais de la réalisatrice. Le casting y est alléchant avec Robert Pattinson et Juliette Binoche. Toronto était donc l'endroit idéal pour accueillir les premiers spectateurs de ce film. L'hommage cette année rendu à Claire Denis m'est particulièrement cher à un moment où la parité homme-femme et où la place des femmes, notamment dans l'industrie audiovisuelle, dans le cinéma, mais dans la société de façon générale, est au cœur de ce festival et des préoccupations de l'industrie cinématographique. Je fais le vœu ce soir que de nombreuses réalisatrices lui succéderont sur cette scène de l'Alliance française de Toronto. Avant de laisser la parole à Claudia Ebert, qui animera cette rencontre, je remercie bien sûr l'Alliance française de Toronto pour l'organisation de cette rétrospective et ses partenaires sur l'événement Unifrance, l'Institut français et Criterion Pictures Canada. Merci d'accueillir Claire Denis et Claudia Hubert. Comment vous allez sortir? Alors, merci à tous d'être là aujourd'hui avec nous. Alors oui. Je peux dire un mot avant vous? Ben, certainement. C'est votre rencontre? Non, mais c'est pas avant. Je voulais dire quand même merci à cette Alliance française qui est extraordinaire. Merci à Madame l'ambassadrice j'ai vu tout à l'heure, suit vraiment la présence des Français, le festival, qui a toujours invité quand même. Je peux dire,
d'une certaine façon que si je suis une habituée de Toronto, madame, c'est aussi parce que je crois depuis mon premier film, Pierce, à l'époque, qui choisissait les films, Pierce Handling, avait un regard large. J'ai jamais eu le sentiment que être une femme réalisatrice était un handicap ici, aux yeux de Pierce et aux yeux du festival. Au contraire même. Et voilà, ça a été quelque chose d'important. J'ai souvenir d'un séjour ici, avec mon deuxième film. Je suis arrivée, il y avait Jane Campion. C'est des moments où finalement je trouvais que la difficulté, ça restait de faire des films, pas seulement d'être une femme réalisatrice. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vous remercie beaucoup. Alors, il me fait très plaisir d'animer cette rencontre avec Claire Denis ce soir à l'Alliance française. La conversation va avoir lieu en français, but if you're a francophile and you want to ask a question in English, don't hesitate. I'll play translator for you, and we'll be able to take questions in English as well as in French later on in the conversation. But yes, most of the conversation will be in French. On va survoler la carrière de Madame Denis avec une attention particulière sur les 3 films qui faisaient partie de la rétrospective ici à l'Alliance française. Et aussi, on va parler des plus récents parce que cette année à Toronto, on a eu le plaisir de voir un beau soleil intérieur. Et puis là, on attend beaucoup High Life. On va essayer de savoir à quoi s'attendre avec la première de demain. Mais là, on va commencer avec un retour en arrière. On va commencer avec les tout débuts. Vous qui avez grandi en Afrique, votre père était fonctionnaire colonial au Cameroun, entre autres. Et votre cinéphilie, elle se développe à quel moment? Est-ce que c'est en Afrique que ça se passe ou c'est plus tard au retour en France? Vous savez, en Afrique, on vivait en brousse. Moi, on avait un groupe électrogène. C'est seulement plus tard dans mon enfance et dans la carrière de mon père qu'on a été dans des villes, donc avec parfois, pas toujours, un cinéma, même très rarement un cinéma, mais il faut dire qu'à cette époque, les distributeurs de films ne pensaient pas que l'Afrique était un territoire qui pouvait susciter l'intérêt des distributeurs, des exploitants. Donc c'était beaucoup de dons. On recevait des lots de films. Alors, par exemple, il y a eu toute une période où il y avait des films américains sur la guerre la partie de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale qui se déroulait dans le Pacifique contre les Japonais. Il y avait donc... après, il y a eu les films Bollywood. Avant ça, il y a eu les films de Hong Kong. Donc, c'était des espèces de vagues comme ça. Et on ne peut pas dire que c'était des endroits de cinéphilie. Mais j'avais une mère que j'ai perdue il y a, dans une semaine, 1 an, qui était... On ne peut pas dire cinéphile au sens où le cinéma, pour elle, c'était comme la musique, c'était ce qu'il y avait comme... lire, aller voir des films, écouter de la musique, c'est ce qu'il y avait de mieux. Donc elle avait introduit dans notre enfance une espèce de paresse avec la scolarité, comme si on comprendrait un jour que en arrivant en Europe, on allait, en France, on allait découvrir ce que c'était d'aller voir 2-3 films de suite, d'aller écouter de la musique. Et finalement, en gros, de se désintéresser un tout petit peu du sérieux de l'école au profit du cinéma. Voilà. Et ma mère nous racontait des films, parce que comme on n'en voyait pas, elle nous les racontait. Comme une histoire avant de se coucher. Ouais, bien sûr. Surtout des films d'horreur, elle adorait.
Et est-ce que vous vous rappelez d'un choc peut-être cinématographique, un film que vous avez vu et qui vous a dit « Ah ben c'est ça le cinéma, moi aussi j'ai envie d'en faire ». Oh, oui, mais il y en a eu plusieurs. Les chocs, c'est les films. Alors, mais je me disais pas forcément. J'avais l'impression, j'étais quand même super provinciale en France. Je vivais pas vraiment une vie normale d'enfant français. J'étais de passage, donc je pensais pas du tout que j'allais faire des films. Mais les films, à chaque fois, oui, je peux dire m'écraser d'émotions. Je me souviens d'un Pater Panchali, un film de Satyajit Ray, qui passait au ciné-club du lycée quand je suis rentrée au lycée, des films comme ça où j'avais l'impression que le cinéma était vraiment mondial, pas du tout seulement français ou américain, et où un homme qui vivait à Calcutta pouvait faire des films formidables que moi, petite fille, je comprenais très très bien. Sans cette espèce d'adjectif, parfois on dit les films d'art, les films un peu intello. Non, non. Dans mon souvenir à cette époque-là, le cinéma il y avait moins de frontières. Voilà, on disait pas les films commerciaux et les films d'art. Il y avait une espèce d'ensemble qui était le cinématographe tout bonnement, quoi. Alors, vous allez faire des études en cinéma à l'IDEC, qui est maintenant à la FEMIS, et pourtant, avant, vous avez fait des études en économie. Pourquoi l'économie et ensuite, pourquoi le cinéma? Oui, enfin, il faut se méfier un peu de Wikipédia. Et autres. J'ai été inscrit en fac pour aller suivre les cours de préparation à l'IDEC, mais j'ai pas fait d'économie, ça se saurait, hein, dans mon budget. Voilà. Donc, non, pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir faire la préparation à l'IDEC, en effet, je suis allée m'inscrire dans plusieurs universités, mais j'avais à l'époque déjà l'intention de faire rien d'autre que du cinéma, et j'avais pris cette liberté très jeune, peut-être au déplaisir de mes parents, mais au fond, pour moi, il n'y avait pas d'autres options possibles. Et vous savez, je crois que le cinéma, c'est quelque chose qui n'était pas, que je ne considérais pas comme je vais devenir artiste. Non, non, pas du tout. Le cinéma, c'était un métier, et il y avait quelques artistes, voilà. Et à la sortie de l'école, c'est comme assistante réalisatrice que vous allez commencer votre carrière. Pourquoi cette voie-là, tout d'abord, plutôt que d'aller faire vos films, d'aller travailler sur les films des autres? C'était une voie économique, justement, pour vivre et payer. Parce que quand j'avais pas les moyens, en sortant de l'école, de faire un film. Aujourd'hui, les jeunes gens, avec le digital et tout ça, dans l'économie d'aujourd'hui, on peut faire des films pratiquement à l'école, au sortir de l'école. Pour moi, c'était pas du tout possible. Dans les années 70. Et le directeur de l'IDEC, qui était un ancien cinéaste, Louis Daquin, que je garde, quelqu'un de formidable, nous envoyait, dès que l'été arrivait, travailler sur des films. Il connaissait pas mal de monde, alors soit à l'image, soit... même j'ai été accessoiriste sur des films, donc on partait travailler comme ça, et c'est comme ça que je suis devenue assistante sur des films, mais pas, c'était pas un métier pour moi. C'était une manière d'être déjà dans ce que j'aimais, les films, voilà, mais j'envisageais pas du tout le mot carrière, même, je ne l'ai même pas pensé. Franchement, non.
Et assistante réalisatrice sur des films et non les moindres. Parce que là, vous avez assisté Wim Wenders sur Paris, Texas, sur Les Ailes du désir, Jim Jarmusch sur Down by Love, vous avez travaillé avec Jacques Rivette, avec Costa Gavras. Qu'est-ce qu'on apprend au contact de ces réalisateurs-là ou qu'est-ce qu'on apprend en les observant quand on veut être réalisatrice? Vous savez, déjà, je me demandais toujours pourquoi ils s'intéressaient à moi, pourquoi ils avaient envie que je travaille avec eux. Parce que là, vraiment, alors il y avait une question de misogynie, on peut en parler là, à ce moment-là. Assistant, réalisateur, c'était quand même un peu les bêtes, quoi. Hein, il fallait tout conduire, les tracteurs, les camions. Il y avait un côté très, très masculin qui n'existe plus aujourd'hui. Et on me conseillait fortement d'être plutôt script ou monteuse, vous voyez. Et je sais pas, peut-être ces metteurs en scène étaient particuliers et n'éprouvaient pas ce besoin. Ils n'avaient pas de problème d'avoir quelqu'un comme moi à leur côté. Et moi, du coup, j'ai un peu zappé, je dirais grossièrement, l'idée que être une femme, c'était un handicap. Je l'ai pas perçu tout de suite. Mm-hmm. Je sentais que c'était un métier très macho, mais j'étais quand même quand on est assistant, on est un peu quand même une sorte de patron, et j'avais quand même d'abord ça a effacé ma timidité. Ça m'a appris à réparer des moteurs de voiture, à changer des roues. Vous voyez, des choses comme ça, utiles. Et ça m'a beaucoup aidée dans la vie, au fond. Ouais. Même en tant que réalisatrice. Je peux dire que d'avoir été assistante m'a donné une paix. Mm-hmm. Oui, une sorte de paix, au fond. Parce que quand on est en dehors du métier, on pense parfois que assistant réalisateur, c'est juste avant d'être réalisateur. C'est un peu l'échelle pour se rendre à la réalisation. Oui. Et pourtant, c'est des métiers assez différents. Il y en a un qui c'est de la création et l'autre, c'est beaucoup plus organisationnel ou un peu plus... c'est les horaires, c'est tout ça. Oui, j'ai pas répondu à votre question, du reste, parce que ça m'a pas... Oui, disons de façon. Non, j'ai pas... On peut pas dire qu'on apprend son métier en étant assistant. Non, pas du tout. Mais ça nous donne des outils différents pour affronter les tournages. Je pense qu'on est à une place d'observateur un peu épuisante parce qu'on a beaucoup à faire, mais c'est peut-être là qu'on perçoit le mieux, ou en tout cas c'est un des endroits où on perçoit l'angoisse, la peur, le doute, qui quand même régit en gros 80% des journées d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Parce qu'on le perçoit très très bien quand on est l'assistant. Et c'est peut-être ça que j'ai appris. Après, apprendre à faire des films, je crois que c'est mieux d'aller voir des films. Franchement. Je crois, oui. Mais cette perception du doute et du rapport économique, de ce rapport effrayant qui existe entre la créativité d'un réalisateur ou d'une réalisatrice et le budget d'un film, c'est parfois terriblement inhibant. Hein, et c'est bien de le comprendre assez vite. Et en 88, vous faites Le Saut, un premier film, Chocolat. D'ailleurs, Chocolat est présenté demain à TIFF Cinémathèque dans le cadre du Festival du film de Toronto. Si je ne m'abuse, c'est gratuit. Profitez-en, une copie 35 mm. Si vous n'avez pas vu Chocolat, allez-y. Et qu'est-ce qui vous a fait faire le saut, dire, voilà, ça y est, je suis prête à faire un film? Ah, j'étais pas prête. J'ai essayé. L'est-on jamais? J'ai essayé dès la fin des années 70. J'ai d'abord proposé un projet de documentaire. J'ai pas eu assez d'argent pour le faire. C'était un projet que je devais tourner dans une prison de femmes à Rennes. Et puis, quand j'ai travaillé donc sur différents... J'ai continué à travailler, évidemment, comme assistante. Et c'est vraiment un
un peu avant de partir aux États-Unis, travailler avec Wim Wenders faire Paris, Texas, travailler sur ce film, que j'ai compris que moi, au fond, puisque j'étais si loin de chez moi, aux États-Unis, qu'on a traversé toutes les États-Unis pour faire les repérages dans une petite camionnette avec Wim, je me disais au fond, j'étais quelqu'un d'assez géographe et que ma géographie primitive, c'était certains pays africains et que peut-être j'ai senti que ça serait peut-être plus difficile économiquement à faire, mais sûrement plus intéressant pour moi. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision d'écrire Chocolat. C'était dans les débuts des années 80. Et puis, il a fallu 4-5 ans pour trouver l'argent, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu rassurant aussi à retourner aux sources pour faire un premier film, à s'ancrer en plus dans quelque chose qui est semi-autobiographique? Oh, j'étais folle de joie. J'ai repéré dans plusieurs pays, mais c'est finalement au Cameroun que les gens qui savaient que j'y avais grandi m'ont le plus aidée. Et ils ont même, le gouvernement camerounais, exceptionnellement, a décidé de faire une coproduction. Et comme le film a été sélectionné à Cannes, je peux vous dire que l'arrivée des ministres et des hommes et femmes camerounais en boubou à Cannes, c'était le dîner camerounais, c'est des souvenirs extraordinaires. Non, j'étais très, comment dire, ma joie a surpassé ma peur d'être là, d'être dans des endroits que j'avais connus enfant. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que vous sentez que vous êtes lancée après le premier film? Vous vous dites, je retourne pas assistante, je fais mes films, maintenant c'est ça ma voix? En fait, j'ai pas pensé comme ça. Je suis pas quelqu'un de très optimiste, donc j'ai pensé, faisons ce film, voilà. Et puis après, on verra. Parce que moi, j'envisage jamais la suite. J'ai toujours l'impression qu'il n'y en aura pas de suite, que le désastre est proche et que forcément, je ne sais pas si vous voulez que je le dise en anglais. Non. Mais ouais, j'ai l'impression quand même que je me projette jamais dans... C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas eu l'idée d'une carrière. Non, je fais ce film au Cameroun, après on verra. Et voilà. Et les films s'enchaînent. On n'aura pas le temps de parler de chaque film en détail, sinon je vais vous garder toute la soirée. Alors, S'en fout la mort, votre second film. Mais grâce beaucoup à Toronto. Vous savez, Pierre Sandling, c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup confiance en moi. Parce que le film a été à Cannes, Chocolat. Mais à Cannes, j'étais noyée, perdue, un premier film. Mais bon, déjà, c'était quand même formidable de faire ça. Mais... d'être ici, il y avait une attention presque familiale, amicale. Voilà, ça a compté beaucoup pour moi. Ben d'ailleurs, je peux ouvrir au public si vous avez des questions sur des films en particulier. Par exemple, on parle de Chocolat. If you have a question about the movie Chocolat, first film by Claire Denis, it could be the moment to ask it. Or think about it and ask it at the end. Write it down and come back to us later on. Alors, suite à Chocolat, bon, S'en fout la mort, les combats de coq à Paris. Ici, je me souviens d'arriver ici, il y avait Jane Campion dans l'avion, on était allés à Venise, toutes les deux, et on a fait le même. Elle était avec la leçon de piano, avec un autre film à ce moment-là? Non. C'était Un ange à ma table. Ah oui. Oh là là, quel beau film. Tout à fait. Et ensuite... Vous voyez, c'est un exemple d'une force. Quand on côtoie quelqu'un comme Jane Campion et qu'on voit ses films, franchement, la question se pose pas de savoir homme, femme. La difficulté dans la vie, oui, est plus grande du côté des femmes, sûrement, bien sûr, ça j'en suis sûre, pour faire des films. Mais la force de Jane Campion, elle est communicative, vraiment. Et ses films sont magnifiques. Mais il y a encore une grande disparité, le nombre de réalisatrices femmes, le nombre de réalisateurs. Est-ce que vous sentez
une certaine... Il y en a moins en France. Ouais. Parce qu'en France, vous savez, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est qu'on a créé cet institut, le Centre national du cinéma, avec une avance sur recette. Ce qui ne favorisait pas du tout les femmes, au fond. Mais c'était une ouverture publique de l'État et pas, comme on a souvent dit dans les pays anglo-saxons, la France subventionne les films français. Non, c'est une taxe qui est prélevée sur les tickets vendus, sur les entrées, et qui permet de doter, on pourrait dire, des scénarios qui sont remarqués par un comité qui est renouvelé, qui est renouvelable. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'en France, il y a eu finalement assez vite des femmes qui ont réalisé des films. C'est vrai que le nombre de films qui arrivent par des femmes en France est plus élevé, mais quand on regarde au Festival de Cannes, il y avait 3 femmes en compétition cette année. À Venise, il y en avait une seule. Quand on arrive dans le milieu festivalier... D'abord, peut-être qu'il n'y avait pas de bons films de femmes. Non, parce que les femmes ne sont pas obligées d'être sélectionnées. Ce n'est pas les quotas. Hein. Mm-hmm. Faut quand même que le sélectionneur aime le film. Tout à fait. Mais peut-être qu'eux sont misogynes, peut-être, ou peut-être qu'il n'y avait pas de bons films. Moi, j'essaye de dire, on n'est pas obligé d'avoir 50% de films. Vous voyez, non. Je crois qu'il y a beaucoup de misogynie dans la sélection. Je crois qu'il y en a. Oui. Mais c'est pas grave. Les films de femmes viennent à Toronto. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la masse, la petite armée, qui ne sont plus des ombres aujourd'hui, elle existe. Elle existe. Et c'est pas... Il n'y avait qu'un seul film de femme à Venise. Bon. Moi, j'ai dû aller 4 ou 5 fois à Venise. Non, mais c'est fait. Non, c'est pas ça. Je veux dire... La sélection, c'est quelque chose de particulier quand même. On est dans la subjectivité de quelqu'un. Voilà. Alors là, il faut se poser les questions, râler, évidemment, râler toujours. Non, mais c'est très important, évidemment. Mais il faut quand même savoir que l'avance sur recette, le Centre national du cinéma, c'est pas la subjectivité. Justement parce que tout le monde est renouvelé, on est renouvelable. Vous voyez ? Ouais. Vous mentionnez avoir croisé Jane Campion dans l'avion. Et quand vous avez commencé avec Chocolat il y a 30 ans, vous étiez encore moins nombreuses de femmes réalisatrices. Est-ce qu'il y a une espèce de sororité entre réalisatrices quand vous vous croisez dans les festivals? Est-ce qu'il y a une espèce de communauté des femmes réalisatrices qui étaient si peu nombreuses quand vous avez commencé? Oh, il y en avait quelques-unes. Et moi, j'étais à Venise avec mon film, donc j'ai vu le film de Jane Campion, Un ange à ma table. Et c'est un film dont je me souviens, je crois, de A à Z. Et c'est un film qui m'a déchirée, qui m'a bouleversée. Et je crois que j'ai compris aussi que la puissance... On pourrait citer Virginia Woolf, vous voyez ? Il faut d'abord avoir une chambre à soi. Cet endroit où on peut travailler. Ça, déjà, il y a une disparité entre... La chambre à soi, c'est déjà l'exigence première, la table où on peut se poser et travailler. Si on est tout le temps en train de courir, la cuisine, les enfants et tout ça... Non, déjà, il y a ce principe de base. Et je crois que Jane Campion le dit très bien dans Un ange à ma table. Qu'est-ce qui fait que cette petite fille qui a une enfance terrible et une jeunesse si douloureuse, qui est finalement considérée comme folle, devient ce grand écrivain? Voilà, je trouvais qu'une femme ait fait ce film, pour moi, ça a été je l'ai dit à Jane Campion, ça a été, et je l'ai vu en Allemagne l'année dernière, on m'a demandé de lui remettre un prix, et j'étais vraiment très heureuse de le faire, parce que il y a des films qui sont nés justement sur l'idée de la sororité, au fond. Vous voyez? Oh, pardon. D'habitude, non.
Je croyais... Bon, excusez-moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est pas obligé de se sentir Est-ce que proche. c'est Robert Pattinson qui essaie de vous appeler? Il est dans l'avion encore. Ah! C'est pas lui. On lui parlera la prochaine fois. Ouais. Non, mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas copines. Il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait il faut sentir cette nécessité de faire des films vital, et à ce moment-là, on n'a pas besoin d'être copines. On se reconnaît. Ouais. Voilà. Moi, je crois que c'est ça. Et on se reconnaît aussi. Du reste, ça m'arrive aussi avec des hommes. Hein. Non, mais je veux dire, vous voyez, Ouais. j'ai pas besoin de me sentir sœur d'une femme. Je peux me sentir sœur d'un homme. Ouais. Au fond. Alors, j'ai envie d'aller à Beau Travail. Bon, allez-y. Entre Chocolat et Beau Travail, il y a des films fantastiques, Sans fout la mort, je l'ai mentionné, US Go Home, Nénette et Bonnie, 2 films avec les 2 mêmes acteurs pour jouer des frères et sœurs, Trouble Every Day, J'ai pas sommeil, et là, Beau Travail. Beau Travail, ça vient d'une commande. Oui. Une commande sur le thème de l'étranger. Comment ça s'est venu, cette commande-là? Et surtout, comment est-ce qu'on s'est retrouvés à parler de la Légion avec cette commande-là? Alors, il y avait Arte, la chaîne française, à qui nous, les Français, on doit beaucoup au CNC, mais je crois qu'on doit aussi beaucoup à Arte. Pierre Chevalier, donc, qui dirigeait la fiction télévision, a proposé à plusieurs réalisateurs de réaliser du reste, tiens, c'était 3 hommes et une femme, il y avait déjà une disparité, une série sur, oui, comme vous l'avez dit, le thème de l'étranger. Et il avait dit, alors voilà, hein, s'il vous plaît, pas de médecins sans frontières, pas d'infirmières qui vont en terrain de guerre et pas de journalistes. Trouvez autre chose. Et alors, c'est vrai que c'est tentant quand même. Hein. Donc je me suis dit, bon, et je travaillais... Je vais souvent à Marseille, je travaillais souvent à Marseille. Et dans un endroit qui est près de l'hôpital où on recueille les légionnaires blessés, ou dépressifs, ou fatigués. Et donc, je les voyais. Et il y avait écrit Legio Patria Nostra. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça, la Légion étrangère, je suis pile dans le sujet, on peut pas être plus. Ouais. Voilà. Et ayant habité Djibouti quand j'étais enfant, je savais que c'était un territoire très particulier, très aride, très chaud, qui servait d'entraînement maximum, enfin, exclusif pour les bataillons les plus aguerris. Voilà. Ouais. Mais j'ai envie de dire que le thème de l'étranger revient beaucoup dans vos films de façon générale. C'est les Français en Afrique, dans Chocolat, dans White Material. C'est les Africains en France, comment s'appelle-t-il? Sans fout la mort, l'Américain à Paris, Trouble Every Day. Je trouve qu'il y a beaucoup ça, l'étranger, dans vos films. Moi, vous savez, peut-être moi j'avais dans ma famille, il y avait beaucoup de... Les gens venaient... Mon père est né à Bangkok, ma mère a des origines brésiliennes. Je veux dire, je crois qu'on a été élevés dans l'idée que quand même, il n'y avait pas que la France et les 300 fromages français, même si on les aime bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait... que c'était exaltant quand même d'imaginer... Et puis, j'ai quand même vécu étrangère enfant, parce que je vivais à la période des premiers grands mouvements de révolte contre les pays colonisateurs. Donc, j'ai ressenti ça en moi, enfant, ce trouble et parfois cette gêne et cette culpabilité aussi. Et ça marque une enfance quand même. Ouais. Alors, on y va avec la Légion française pour Beau Travail et il y a 2 sources d'inspiration. Tout d'abord, un opéra
Billy Budd, qui influence non seulement la trame narrative, mais qu'on entend aussi dans le film. Comment c'est venu cette idée de plonger dans Billy Budd? Et pendant qu'on travaillait sur ce scénario avec Jean-Paul Fargeau, on était à Marseille, on imaginait avec très peu de moyens, parce que comme c'était un film pour la télévision, on avait un budget pour un tournage en France. Hein. Donc aller à Djibouti, déjà, je savais très bien que ça allait manger la moitié du budget, donc j'avais imaginé de faire une toute petite armée, un bataillon, c'est-à-dire 14 soldats et un adjudant-chef parmi eux, et un commandant en plus, ça fait 15 hommes. Donc une équipe de 12. Donc déjà on était très modeste. Et je me disais, et on avait 24 jours de tournage, donc vous voyez, c'était des conditions exaltantes et effrayantes en même temps. Et je me suis dit que peut-être il fallait qu'il y ait un principe très simple. Et je me suis souvenue, non pas de l'opéra très beau, mais d'abord de la nouvelle d'Herman Melville, Billy Budd, qui est, je crois, sa dernière nouvelle avant sa mort, qui raconte quand même l'histoire de marins anglais pendant les guerres napoléoniennes, donc d'un petit groupe d'hommes dans un lieu clos, au fond, un navire de guerre, et avec un commandant, un Master of Arms, l'équivalent un peu d'un adjudant-chef, et puis un nouveau matelot qui arrive. Voilà. Et cette espèce de tragédie qui se passe dans un lieu resserré et dans un monde qui ne communique pas avec l'extérieur était peut-être la bonne voie. Et à ce moment-là, j'ai repensé à l'opéra, voilà. Mais le départ, c'était la nouvelle d'Herman Melville. Et voilà, je crois que ça, plus les règles de base de la Légion, hein, qui sont... Et il y a aussi un hommage. Oui, il y a aussi un hommage comme dans à la marine anglaise. C'est-à-dire, il n'y a aucune complaisance, quoi. La Légion est ta patrie, ça veut dire que tu ne peux pas faillir. Il n'y a pas de... C'est pas l'armée. La Légion est en dehors. Elle est... Dans la Légion, on peut être puni, enfin, on peut subir des châtiments qui vont entraîner la mort. Et il n'y a pas de patrie non plus, puisque c'est la Légion, la patrie. On peut venir de tous les pays du monde. Ouais. Et en passant par la Légion, on peut devenir français, je crois. Au bout de 10 ans. Ouais. Non, à la fin, au bout de 15 ans. Mm-hmm. Renouvelé 3 fois les 5 ans. Et l'autre source d'inspiration pour vos travails, c'est un hommage à Jean-Luc Godard, à travers le personnage de Bruno Forestier, à travers l'acteur Michel Subord. Il était dans le film Le Petit Soldat, des années plus tôt. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné cet appel-là de dire « je vais prendre le même acteur, je vais lui donner le même nom ». Et puis, je pense qu'il y a une réplique également qui ouvre le film, oui. qui est un écho. C'est un film que vous aimez beaucoup, Le Petit Soldat? Oui, parce qu'on a souvent dit qu'il n'y avait jamais eu de film français à l'époque de la guerre d'Algérie, parlant de la guerre d'Algérie. Or, Le Petit Soldat parle vraiment, en France, enfin en Suisse en l'occurrence, de la guerre d'Algérie, vécue du côté, non pas algérien, mais du côté français. Et c'est un film que j'aime beaucoup, et puis qui m'avait beaucoup impressionnée par cette espèce de comment dire, lui aussi, voilà, un film tourné en très peu de jours, comme on dit, à l'arraché, hein. Et cet acteur, Michel Subord, avait un peu disparu aussi. Donc je me suis intéressée à lui. Je l'ai retrouvé, il n'était plus vraiment acteur. Et donc c'était comme une greffe qui est rentrée dans le film en le choisissant comme commandant.
pour interpréter le rôle du commandant. Et Michel avait fait la guerre d'Algérie, joué dans Le Petit Soldat. Il a même été grièvement blessé puisqu'il a perdu une partie d'un pied. Donc il avait d'emblée, il avait envisagé dans sa vie d'entrer dans la Légion à un moment. Il est d'origine russe, donc pas vraiment français. Et voilà, le métier de comédien peut-être l'avait pas terriblement, ne l'avait pas comblé. Et la Légion, à un moment, l'avait tenté. Donc, il a endossé l'uniforme et il s'est baladé pendant tout le tournage à Djibouti en uniforme, avec ses sardines, comme on dit, les galons. Et donc, comme il n'y a que des militaires à Djibouti, pratiquement, enfin, en dehors des Djiboutiens, c'est quand même un très petit pays, donc en proportion, les militaires sont bien là, quoi, bien présents. Et on le saluait tout le temps dans la rue. Et il était très content. Tout le monde l'appelait commandant. Un élément dans vos travail qui, ma foi, fait toute sa magie, c'est la présence de la danse. C'est le mouvement des corps dans ce film-là. Et non seulement il y a des moments qui sont chorégraphiés, mais juste quand on voit les hommes à l'entraînement au début, on dirait un ballet, juste dans la façon dont ils bougent devant votre caméra. Quelle audace d'emmener la danse dans la Légion. L'audace, elle vient du manque d'argent. Non, mais je plaisante. Non, mais c'est souvent le cas, vous savez. Enfin, il faudrait pas dire ça, parce que souvent les producteurs me disent, ah bah si le manque d'argent te donne de l'audace, alors on va couper dans le budget. Non. Ce que je veux dire, c'est que tout d'un coup, j'ai compris, j'ai rêvé à un moment que la Légion étrangère lirait le scénario d'un bon œil et m'aiderait. Mais non, ils l'ont lu d'un mauvais œil et ne m'ont pas aidé. Donc, pour que les comédiens aient l'air de légionnaires, on s'est entraîné 2 mois. Et ces 2 mois dans un gymnase à Paris, sous la férule d'un chorégraphe, Bernardo Montet, fils de légionnaire, et avec un ex-légionnaire. Et donc, on s'est entraîné, et Agnès et moi, on était là tout le temps. Avec ma petite caméra vidéo, on regardait, parce je savais qu'il fallait, dans la vie d'un légionnaire, il y a 4 heures d'entraînement tous les jours, hein, comme dans la vie d'un danseur. Donc, sauf quand il est en mission. Ouais. Mais quand il est à Djibouti, il ne fait que ça, s'entraîner. Donc, ou réparer des routes. Enfin, il y a un tel engagement physique. Il faut arriver jusqu'à l'arasement, quoi. Hein. Voilà. Donc, on l'a fait. Ce qui fait que ça n'a pas été si difficile, tout compte fait, de remplacer ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire la Légion étrangère, dans le désert et tout ça, d'avoir seulement 14 hommes s'entraînant. Et j'avais l'impression que ça faisait pas minable. Parce qu'ils se sont donnés à 100%. Et je peux vous dire que la Légion, qui appréciait pas du tout notre tournage, qui nous soupçonnait des pires choses, venait nous observer aux jumelles pendant qu'on tournait. Et les entraînements, ils les observaient. Et de fil en aiguille, ils nous ont un peu plus respectés, voilà. Un peu moins soupçonnés. Ils ont aimé le film au fond, après. Ouais. Je veux parler des corps dans vos films, parce que c'est souvent un débat. Bon, c'est souvent les corps. Vous savez comment s'appelle un commandant dans la Légion étrangère? Aucune idée. Un chef de corps. Ah. Mais c'est étrangement à propos. Oui, les corps au cinéma, c'est souvent le corps de femme qui est filmé par une caméra d'homme. Et dans votre cinéma, les corps d'hommes sont absolument fascinants à voir. Je pense, dans Chocolat, il y a une scène sous la douche avec Isaac de Bancolé. Là, il y a le groupe d'hommes torse nu, ma foi. Il y a vraiment un regard intéressant sur les corps et on se permet de regarder l'homme quand même comme un objet de désir dans votre cinéma.
Torse nu, ma foi, je dirais oui. Mais vous voyez, la vraie Légion, moi je l'avais regardée s'entraîner de loin aussi, parce qu'on n'a pas le droit de s'approcher. Bien souvent, ils étaient torse nu, hein, parce qu'au bout d'un moment, la camisole là, qu'ils portent était trempée. Mais oui, forcément, c'est beau un corps qui s'exerce. Il émane de ce corps quelque chose qui a une forme je peux pas dire c'est pas forcément sexy, mais il y a forcément une essence une sensualité qui est là sans hurler, quoi, vous voyez. J'aurais jamais demandé à des acteurs de se mettre torse nu. Je me souviens même qu'à Isaac de Bancolé, dans Son fout la mort, je lui disais « Ne retire pas ton t-shirt, s'il te plaît ». Elle me disait « Mais pourquoi ? C'est normal, puisque je me change. » Je disais « Non, non, je le filme pas. » Parce qu'il avait un torse tellement beau. Je disais « On va encore me dire... » Non, s'il te plaît, non, tu gardes ton t-shirt. Vous voyez ? Non, mais parce qu'il faut tenir... Le corps... Denis Lavant n'est pas un homme... S'il y a des critères de beauté, on peut dire Isaac de Bancolé dans Chocolat était un splendide jeune homme. Denis Lavant est un homme, c'est comme un super chorégraphe. Il a tellement travaillé avec c'est un jongleur. Et quand on le voit danser, je trouve qu'il est fascinant et que on voit bien que ce qu'il exprime avec son corps. Et c'est aussi son désir à lui. C'est pas seulement... Il n'appelle pas notre désir à nous seulement. Il y a aussi un appel. Vous êtes nombreux dans la salle à avoir vu le film il y a à peine quelques minutes. Vous avez certainement des questions. You were probably here. Yes? Oh, bah oui. So I can see it. Your French is not so good. No, I rehearse 2 months in Paris with them every day. Every day we rehearse with 2 guys who knew the exercise of the Legion. One of them is a choreographer, and the other one is an ex-legionnaire. And it was such a training, such an exhausting training. And when you rehearse in Paris, not in the wind, in the sun, there is something harassing, but in a different way, with it's less heroic, you know. It was winter time, and I think the work was there to meet every day, to believe in that, and there was no need to read every day the script, to speak about the psychology of the character, because as in the Legion, I guess you don't speak about moods, I imagine myself entering the Legion. I think the first thing you have to erase in your mind is to complain or to get up with a bad mood. You have to fight to be only in the mood of the Legion, you know. It's a sort of... and that's what I wanted. And we all understood that, even the crew, you know. It was a sort of anti-psychological training, as if, of course, the character of Denis Lavant is jealous. Of course, he wants to kill Santin. He wants to lose him in the desert. By the way, the way is
condemn him to be lost in the desert with the compass, a wrong compass. It's a true thing. Huh? It's really happened. It's not invented for the film. And sometimes some soldier died from thirst, huh? But and heat. I think it was the only training possible for me, not to speak. And then everyone was, all the actor, each actor was keeping his own bag with his clothes, shoes, to clean his shoes every night, you know. We had a very strict rules, you know, pretending we were those soldiers, you know. And it helped a lot, you know. In other words, this film was a perfect exercise for no explanation at all. From the director, only orders. But in a way, even High Life, even working with an English actor like Robert Pattinson, at the beginning, he thought I was going to give him a lot of explanation about his character. And I think for me, I cannot do that as much as actors or actresses would like to. I think for me there is a sort of void between them and me that is necessary. I think I can explain a lot of things, their life, the social class, where they come from, why they do this or that, but not more than that, you know. I think I have to be curious also of the interpretation. For me, it's really important to be not to give the opportunity to each actor or actress to be also responsible of his character, in a way. Mais pour rester sur la question des acteurs, justement, vous retravaillez souvent avec les mêmes acteurs. On retrouve des acteurs qui reviennent, Isaac de Bancolé, Alex Descas, Béatrice Dalle a souvent été là, Michel Subord, on le revoit plusieurs fois, Grégoire Collin. Est-ce que de retrouver les mêmes acteurs d'un film à l'autre aussi, qu'est-ce que ça influence dans le travail? Est-ce que vous comprenez à demi-mot? Est-ce que vous avez même plus besoin de leur expliquer? Ils savent tellement ce que vous voulez, que vous travaillez un peu en symbiose, ou est-ce que ça se refait un peu à chaque fois, ce processus? Oui, je croyais ça, oui. Mais je m'aperçois aussi que parfois, par exemple, je travaille avec Agnès Godard, une chef opératrice, depuis le début. Et puis, par 2 fois, White Material et High Life, j'ai pas travaillé avec elle. J'ai travaillé avec quelqu'un que je connaissais pas du tout d'avant, ou des acteurs nouveaux, qui surgissent dans ma vie, avec qui j'ai envie de travailler, et qui ont aussi envie, évidemment, de travailler avec moi, sinon ça marcherait pas. Mais je crois que ça crée un autre lien, parce que le lien de l'habitude, il a aussi un peu se comprendre à demi-mot, c'est un peu faux. On se comprend jamais à demi-mot. Je pourrais dire, comme dans une relation d'amitié ou d'amour, on peut dire qu'on se comprend pas vraiment. On peut, en effet, se connaître dans le travail, et quand on recommence, ça veut dire qu'on s'aime beaucoup. Hein, Nicolas Duvauchel aussi, j'ai travaillé. Mais comment dire, se comprendre à demi-mot, j'aurais peur. Je crois que ça c'est un peu une erreur, parce que je crois qu'à demi-mot, on fait des grosses bêtises.
Non, mais c'est vrai. On a l'impression qu'on se comprend, et puis en fait, on se plante complètement, ou on blesse quelqu'un, ou on est blessé par... Il y a quelque chose de très fragile dans ces relations-là, d'habitude. Il faut qu'elles soient sans cesse renouvelées. Par exemple, Agnès Godard, je lui ai jamais dit... Bon, on va faire, voilà, tel film, voilà le scénario. Je lui ai toujours dit, voilà Agnès, tu lis, et si tu as envie, tu viens. Mais il y a vraiment, tu dois réfléchir avant. Parce que sinon, et les acteurs pareil. Quand j'ai fait Beau Soleil intérieur, j'avais jamais travaillé avec Gérard Depardieu. Et Gérard Depardieu est arrivé comme, il pensait qu'il allait plutôt vouloir faire le rôle du banquier. Et moi, tout de suite, je lui dis non, c'est le voyant. Et il m'a dit, mais oui, bien sûr, c'est ça. Et il y avait une grande timidité de ma part envers lui, parce qu'il est très impressionnant. En plus, c'est 10 pages de scénario, son texte. Hein. Et c'est une journée de tournage. Voilà. Le film se termine sur quoi? 17 minutes en continu avec le générique et ce dialogue? Ouais, mais c'est une journée de tournage, vous savez. 17 minutes utiles en une journée de tournage, c'est quand même assez dur. Alors, au fond, j'avais très peur, mais peut-être le fait qu'on se comprenait pas trop à demi-mot et qu'il est aussi, lui. C'était un défi pour lui aussi. Parce qu'il fallait qu'il m'épate, qu'il m'éblouisse, qu'il éblouisse Juliette. Il n'avait jamais travaillé avec Juliette. Qu'il éblouisse Agnès. Alors ça a créé quelque chose de très fort. On a tourné, à 4h de l'après-midi, on avait fini. Et après, au montage, le monteur me disait, mais on a déjà 5 minutes de montée, qu'est-ce qu'on fait? Je disais, on continue. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis le générique, parce que il n'y avait pas de raison qu'on enlève une phrase. Ouais. Mais voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que la découverte, parfois, c'est fort aussi. Parce que c'est très intimidant. Mais est-ce que vous écrivez parfois les scénarios en pensant déjà à telle ou telle personne avec qui vous avez déjà travaillé ou pas? Est-ce que vous les avez en tête très tôt dans le processus? Quand c'est des gens avec qui j'ai travaillé, oui. Mais parfois, par exemple, là, Robert Pattinson, Là, quand on a écrit Le Beau Soleil intérieur, je pensais à Gérard Depardieu, mais je n'osais pas le dire à haute voix. Hein. Je me disais dans ma tête, oh là là, ça serait bien. Mais Robert Pattinson, pas du tout. J'avais imaginé quelqu'un de très, très différent. Et quand je l'ai rencontré, il a voulu me rencontrer dans une session de casting. Et j'étais étonnée qu'il ait tellement envie de travailler avec moi, qu'il avait lu le scénario. Je ne comprenais pas. Et je me disais, il est tellement loin du personnage. Vous pensiez, je pense, à Philip Seymour Hoffman avant sa mort. Là. C'est je pensais à un homme différent, là. Usé par la vie. Ouais. Voilà. Alors... Et puis tout d'un coup, j'ai compris que... Bon, après, Philip Seymour Hoffman est mort, mais il avait laissé une empreinte. Et Robert le savait. Hein. Mais j'ai compris que aussi, peut-être, cette différence, le fait que Robert soit un jeune acteur tellement iconique, pour faire ce rôle de quelqu'un qui choisit l'abstinence, qui n'a pas envie de la vie, au fond. Hein. Alors, je me suis dit, mais peut-être c'est ça, la vraie opportunité, la vraie chance qu'il ait envie de ça. Ouais. Là, on a bondi dans le temps. S'il y avait d'autres questions sur Beau Travail, c'est maintenant. Oui. Justement, relatif au casting, comment avez-vous choisi vos comédiens principaux pour ce film-là? Pour Beau Travail, oui.
Pardon. Comment Madame Denis a choisi les comédiens pour le film Beau Travail, donc Denis Lavant, Grégoire Collin, Michel Subord, on en a parlé tout à l'heure. Alors Michel Subord, donc je l'ai choisi parce que je l'ai recherché, je l'ai retrouvé. Il vivait en province, je l'ai vu. Je lui ai dit, bon, il va falloir maigrir un peu. Il m'a dit, ouais, je vais me mettre la boule à zéro aussi. Il m'a dit, donnez-moi 2 mois et je serai prêt. Et il a fait. Et lui, j'étais sûre. Hein. Pour moi, avoir retrouvé le petit soldat, j'avais même pas l'ombre d'un doute, franchement. Grégoire Collin, je le connaissais très bien. Je savais qui serait cette jeune recrue. Nicolas Duvauchel venait de faire un film pour Arte. Il avait 18 ans et demi. Il avait fait qu'un seul film, Le Petit Voleur d'Éric Zonka. J'étais tellement éblouie par lui que je lui ai demandé de venir répéter avec nous et tout de suite, on s'est bien entendu. Par contre, Denis Lavant j'avais pensé à lui au moment de l'écriture, mais il avait un engagement théâtral, une tournée. Et voilà, j'étais désespérée, mais il fallait que je trouve quelqu'un d'autre. Et j'ai trouvé quelqu'un d'autre que j'aimais beaucoup. Hein. C'était pas par dépit. Mais cette personne, pendant nos entraînements, m'a dit clairement que il n'avait pas l'intention de venir, parce que comme il était comédien, il voyait pas pourquoi il allait s'entraîner comme ça, comme une bête. Voilà, il m'a dit comme une bête, tous les jours. Et que pour lui, c'était pas ça le travail d'un comédien. Et alors, on s'est séparés. Alors que je savais qu'il aurait pu être un très bon adjudant-chef, mais il y avait quelque chose, c'était la règle du film, la loi de ce film-là. Donc il n'y avait aucune raison. Et puis les autres, alors je voulais qu'il y ait un jeune homme, je voulais qu'il y ait des nationalités différentes. Donc j'ai rencontré une troupe de théâtre russe. Donc on a engagé Michael, ce jeune acteur russe. Enfin, j'ai essayé de trouver des personnes qui étaient pas installées dans quelque chose de trop solide dans leur vie. Par exemple, un des Italiens est un danseur qui avait été blessé, qui ne pouvait plus danser. Enfin, donc j'ai essayé de composer comme ça un groupe qui avait une cohérence un peu comme à la Légion. Et pendant ces 2 mois d'entraînement, de voir ceux qui allaient tenir et ceux qui n'allaient pas tenir. Voilà. Une dernière question sur Beau Travail. Ah, bon, on va avoir plusieurs questions derrière. Bonjour Madame Denis, Et parlez peut-être. Et je vais la répéter, la question. Oui, ah. je suis curieuse de vous entendre sur la dernière scène de votre film avec la danse de Denis Lavant. Qu'est-ce qui vous a inspiré et qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Alors, on va parler de la dernière scène, Rhythm of the Night, Denis Lavant qui danse. Pourquoi cette dernière scène comme ça? Elle n'était pas la dernière scène du scénario, elle était l'avant-dernière. C'est-à-dire au moment où il quittait Djibouti, qu'il faisait ses adieux à la jeune prostituée et puis que ses compagnons chantaient pour lui à l'aéroport. Il y avait une scène comme rêvée un peu, où il allait dans la boîte de nuit vide et où il s'imaginait continuant cette vie de légionnaire avec cette boîte de nuit où il allait le soir, voilà. Chose qui est vraie, parce que les légionnaires commencent tôt et le soir, dans une ville comme Djibouti, il n'y a pas d'endroit meilleur que ces bars qui sont aussi, il faut bien le dire, des bordels où on peut boire une bière fraîche, qui sont un peu climatisées et où il y a ces jeunes filles qui sont des jeunes filles éthiopiennes, parce que comme Djibouti est très petit, elles ne peuvent pas venir de Djibouti, leur famille le supporterait pas. Donc elles arrivent par train d'Éthiopie, le train qu'on voit au début, là, qui arrive d'Addis Abeba.
Et c'était avant la scène tournée à Marseille, où il fait son lit, et en fait, il se prépare à se tirer, à se suicider. Et puis, quand on était au montage, la scène où il fait son lit et où, au fond, il ne peut pas vivre sans la Légion. Je l'avais vu, moi, à l'hôpital de la Légion, ça. Ces jeunes, ces hommes malheureux. Je ne pouvais pas la mettre à la fin. J'aime trop Denis Lavant, j'aimais trop son personnage. Et j'ai dit, mais alors, on va intervertir. Et dans le scénario, il y avait écrit que dans cette boîte de nuit vide, il dansait jusqu'à la mort, puisqu'il fallait qu'il danse jusqu'à l'épuisement. Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on a interverti les scènes. Mais quand on a tourné, Denis ne le savait pas. Et moi non plus, en fait. Et vous l'avez fait danser longtemps devant la caméra pour atteindre cet état On a fait 2 prises et toute la chanson, oui. Il y avait une autre question au milieu de la salle. Oui, madame. Non, on n'a fait qu'une prise, en fait, je crois. Oui, pardon. Oui. Je dois dire à quel point les films sont incroyablement émouvants, mais je vais vous poser une question très terre à terre. Je suis spécialiste des moines au Moyen-Âge, et votre Légion étrangère m'a fait beaucoup penser à des moines. Et vous insistez beaucoup sur leurs activités par rapport à la cuisine, au repassage, etc. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler? Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu la question. Alors, madame est spécialiste des moines au Moyen-Âge et elle dit les moines, la Légion, les rituels, les repas, ça lui fait penser aux moines. Et donc, une question sur ces rituels et sur l'ascétisme un peu de la vie de légionnaire. Oui, enfin, le soir, non, ils sont libres. Il faut qu'ils regagnent la caserne à 4 heures du matin, mais il y a une sorte de liberté. D'abord, ils vivent en binôme. Hein. Un légionnaire n'est jamais seul. Il faut toujours qu'il y ait un qui apprenne à l'autre, soit la langue, une langue, le français, soit des choses. Jamais un légionnaire est seul. Donc déjà, il y a cette notion de... qui peut faire penser dans une congrégation monacale, il y a pas de, il y a la grande solitude ne doit pas être la solitude totale, parce que sinon on n'est plus ensemble, hein. Et même si on est très seul au fond. Et il y avait toutes les règles de la Légion, je les ai apprises, hein. Alors la chemise, un légionnaire, vous pouvez le remarquer, vous n'allez jamais voir un légionnaire débraillé. Ça n'existe pas. La chemise doit avoir les 3 plis réglementaires derrière. Donc un légionnaire repasse sa chemise. Il n'y a pas de lingère pour un légionnaire. Il lave et repasse, il fait ses 3 plis dans le dos de sa chemise. Il cire ses chaussures. La cuisine, évidemment. L'épluchage des légumes, le nettoyage de la chambrée, tout ça, c'est des tâches très très importantes qui ont un très grand rôle dans la Légion et qui ne peuvent pas, on ne peut pas y surseoir, c'est pas possible. J'ai vu une dernière, oui, une autre main levée ici. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme recherche sur la Légion, mais aussi sur les lieux à Djibouti et comment est-ce que ça a influencé le scénario ou l'histoire de façon différente? Alors, la recherche qui a été faite sur la Légion et la recherche qui a été faite aussi sur Djibouti pour préparer le scénario de ce film-là. D'abord, j'avais regardé beaucoup les légionnaires à Marseille. Et puis, finalement, je suis allée aussi au ministère des Armées. Et puis, j'ai lu le règlement de la Légion. Hein, il existe. J'ai parlé à des vrais ex-légionnaires, donc je savais très bien à quoi s'engageait un légionnaire. Et du reste, beaucoup ne tiennent pas le choc. Hein. Parce que le premier engagement, c'est 5 ans. On doit renouveler encore 5 ans. À 10 ans, on peut renouveler encore 5 ans. Et à ce moment-là, on a le passeport français. On peut se marier et avoir une sorte de retraite. Vous voyez, on devient un militaire français. On n'est plus
un légionnaire. Mais tout ça était tellement ritualisé, c'est très émouvant. Et quand je ne sais pas si vous regardez parfois à la télévision le défilé du 14 juillet, le pas du légionnaire, il est très lent, il est très solennel, on confond jamais, même à Djibouti, qui est une ville où il y a beaucoup de militaires, on ne confond pas un légionnaire avec un autre militaire, jamais. Il est tiré à 4 épingles, voilà. Et le territoire, le lieu de tournage, moi j'y ai habité enfant. Et c'est pas très grand, Djibouti. Et je connaissais le lac Salé, le lac Assal. Je connaissais Tadjoura, l'endroit où Arthur Rimbaud allait vendre les armes. Le golfe d'Aden, tout ça, j'ai connu ça enfant. Donc, c'est des paysages... Il y a même un lac qui s'appelle le lac Abbé, qui est un lac sulfureux où malheureusement on n'a pas pu aller parce que trop loin, mais où Kubrick a pu aller tourner pour 2001 Odyssée de l'espace, le début du monde. C'est un territoire extraordinaire, avec des volcans en activité. Le volcan, les 3 petits volcans là que regarde Denis Lavant dans la baie Tadjoura, ça s'appelle le golfe du Diable. C'est des volcans qui sont apparus dans les années 80. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la vivacité de ce territoire. C'est des volcans que moi j'ai pas vus enfant. Et ce golfe s'appelle le Goubet, qui veut dire le trou du diable, et où Cousteau a tourné Le silence de la mer, parce que c'est là qu'il pouvait aller très profond avec les cages, voir les requins. Et nous, quand on a tourné la scène du débarquement, on a agité l'eau longtemps parce que j'avais tellement peur que mes légionnaires se fassent mordre. Alors, dans les autres films qu'il y avait dans la rétrospective, il y a 35 Roms, il y a L'Intrus. On n'aura pas le temps d'aller en profondeur dans ces films-là. C'est un film difficile, L'Intrus, pour y aller en profondeur. Ben voilà, je crois qu'il faut l'avoir vu aussi pour en profiter pleinement. Je ne sais pas qui était là cette semaine. Peut-être, par contre, dire un mot sur 35 Roms, parce que ce film-là est inspiré... Bon, c'est une relation père et fille, ouais. Et c'est inspiré de votre famille, c'est inspiré de votre mère. Votre mère avec son père, avec votre grand-père, donc, avait cette relation-là fusionnelle que vous avez voulu raconter avec 35 Roms. Oui. Mais du reste, L'Intrus aussi part de quelque chose de très simple. C'est le court essai philosophique qu'a écrit un philosophe français, Jean-Luc Nancy, sur sa transplantation cardiaque. Donc, après, le film est devenu ce qu'il est devenu. Mais ma mère... sa mère est morte quand elle était bébé. De la tuberculose, elle a été élevée par son père. Et c'est vrai que ma mère, j'ai connu mon grand-père, et j'ai connu ma mère et mon grand-père, et je voyais bien qu'il y avait entre eux un lien un peu hors norme, quoi, quelque chose de si... ils s'étaient construits l'un avec l'autre. Ils n'avaient pas eu d'autre vie que l'un et l'autre. Et je pense que mon grand-père a souffert du mariage de ma mère et du fait qu'elle parte vivre en Afrique avec ses enfants. Et quand on revenait, il y avait le poids de ce lien qui revenait. Et puis un jour, j'ai eu la chance de voir une très très belle rétrospective d'Ozu. J'ai vu 32 films d'Ozu un été à Paris, et parmi eux, Late Spring, qui est un film qui raconte l'histoire d'une fille qui veut pas quitter son père, qui veut pas se marier, qui veut rester avec lui. Et le père la pousse dehors quasiment, quoi. Et ce film, comme beaucoup de films d'Ozu, je peux dire tous les films d'Ozu m'a bouleversée, mais celui-là, tout d'un coup, j'ai réalisé aussi qu'il avait un lien avec ma propre famille,
Donc, comme ces films repassaient toutes les semaines, j'ai emmené ma mère un jour voir Printemps tardif, Late Spring. Évidemment. Donc, on peut dire j'ai fait une sorte de remake de Printemps tardif. Voilà. Et en faisant ce remake et en racontant votre histoire aussi, vous choisissez pourtant de placer votre film dans la banlieue, dans une communauté noire. Pourquoi aller avec ces personnages-là? Non, c'est pas dans la banlieue, c'est dans Paris. Bon. Mais en effet, au nord de Paris, Ouais. dans des immeubles où habitent les employés du métro, du RER, comme on dit à Paris, et particulièrement du RER B, qui est le RER qui va vers le nord. Parce que le RER A, qui va vers le sud, il passe dans des banlieues. Il y a moins de... Le landscape, le paysage est moins dégagé, c'est moins spectaculaire. Je préfère l'arrivée par le nord. Voilà. Mais j'ai tourné dans les vrais habitats des conduits. Et beaucoup parce qu'il y a eu dans les années 60, la France a, un peu par peur que les Antillais français réclament aussi leur indépendance, a promulgué une loi qui favorisait certains emplois aux Antillais qui voulaient venir en France, c'est-à-dire la poste, l'hôpital, le métro, enfin ces emplois-là. Et si vous venez à Paris, vous verrez beaucoup d'infirmiers et d'infirmières des Caraïbes, pas mal de postiers, enfin de moins en moins aujourd'hui parce qu'ils sont partis à la retraite, ceux-là, hein, puisqu'ils ont dû arriver dans les années 60. Mais c'était quand même une tradition. Et encore aujourd'hui, quand Alex a appris à conduire le RER, je vous rassure, il ne conduisait pas la rame tout seul, mais il a appris quand même. Et on a rencontré quand même assez peu de Français blancs de peau. Ouais. Mais c'est un débat qui a beaucoup lieu à Hollywood, mais aussi au Canada, peut-être moins en France, mais quand même, la question de la diversité à l'écran, où on écrit peu de rôles pour les minorités, pour les gens de couleur, et pourtant, dans votre cinéma, c'est pas vraiment un enjeu, d'une part. Par exemple, là, vous vous inspirez de votre histoire et vous n'avez pas de problème à ancrer ce film-là dans une autre communauté, dans une autre couleur de peau que la vôtre. Et puis Alex Descas, il réapparaît dans votre cinéma dans toutes sortes de rôles qui ne sont pas nécessairement un rôle d'immigrant, mais pas du tout. Alors, il est antillais. Les Antillais sont français. Oui. Donc, ils ne sont pas immigrants, ils sont français. Ils ont la peau noire, mais ils sont français. Souvent, les gens l'oublient. Mais c'est justement, on dirait que c'est quelque chose qui a jamais été un enjeu pour vous. Pour vous, ça allait de soi. On dirait que cette question de la diversité qui est maintenant sur toutes les lèvres dans votre cinéma, elle a toujours été là sans qu'on pose de questions. Alex, déjà, il y a quelque chose en lui qui me plaisait parce qu'il ressemblait... Enfin, il me rappelait mon grand-père. Son calme, sa façon si pudique d'exprimer ses sentiments. Voilà. Voilà, mon grand-père avait du sang brésilien, il était aussi un peu des Caraïbes, hein. Enfin du nord-est du Brésil. Je sais pas, je pense que pour moi c'est pas un enjeu. Non, parce que si ça devenait un enjeu, j'ai l'impression que ça serait terriblement dogmatique. Il faut que quand même, le minimum dans un film, c'est d'aimer les métiers que font les gens et d'aimer qui ils sont, quoi. Ouais. Avant tout. Et vous savez, j'adore les cheminots. Non, mais c'est vrai. Il n'y a plus de grosses locomotives aujourd'hui, comme dans le film de Jean Renoir, mais connaître les conducteurs de RER pour la préparation du film, ça, j'ai adoré ça. Comme la Légion, j'ai adoré. Est-ce que certains d'entre vous ont vu 35 Roms, que ce soit cette semaine ou dans d'autres occasions, et que vous auriez des questions à propos du film? Vous
pouvez penser, relever la main un peu plus tard s'il y avait des questions sur 35 Roms. Pour pas vous garder toute la soirée, on va aller parler directement d'un Beau soleil intérieur. Un film que nous, on a découvert à Toronto au printemps. Il était en salle ici et qu'on a découvert avec beaucoup de plaisir, en tout cas pour ma part. Un territoire nouveau pour vous avec ce film-là, plus léger, une espèce de comédie romantique. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller explorer ce monde-là? En fait, quand on regarde vos films, vous allez dans tous les genres, vous avez fait tellement de genres différents, mais celui-là en particulier, pourquoi? Alors écoutez, en fait, cette histoire qui est quand même que d'abord, j'ai travaillé avec Christine Angot, et je peux vous dire que sur le papier, c'est quand même une histoire sinistre. Cette femme va d'échec en échec, hein, et elle finit chez un voyant qui la drague plus ou moins. Non, mais on peut pas dire que c'est vraiment une comédie romantique du tout. Mais moi, quand je travaillais avec Christine me faisait tellement rire. Moi, il y avait... Vous savez, quand on est seul, moi, seule, j'ai tendance à être un peu dépressive, mais à deux, on rigole beaucoup. Et alors, les histoires de... ces scènes-là me mettaient vraiment dans un état de rigolade absolue. Et quand Juliette Binoche a lu le scénario, par l'intermédiaire de mon agent, elle m'a appelée, elle m'a dit: Claire, vraiment, je voudrais absolument qu'on se voit, parce que tu sais, franchement, bon, on n'a jamais travaillé ensemble, mais là, maintenant, ce rôle, il est pour moi. Bon, on s'est vus, bon. Et Juliette est très drôle, hein. Vraiment, elle est très drôle, mais elle avait vu ça sous le côté sinistre, elle aussi, quand même. Je lui ai dit: oh, Juliette, moi, ça me fait rire, vraiment rire. Si on pouvait essayer de garder ta joie à toi, ta puissance à toi, ta dérision à toi. Et ça a permis d'aller jusqu'à la scène avec Gérard, comme ça. Parce que sinon, on n'aurait pas tenu 16 minutes avec Gérard. Comme dit Monsieur Trump, on se serait endormi. Mais c'est que oui, il y a quelque chose de pessimiste dans ces rencontres amoureuses qui mais tout échouent. foire. Oui, c'est ça. Non, puis c'est elle qui fait tout foirer aussi, quand même, un peu. Mais c'est justement, Pas c'est une le espèce de presque de comédie de situation. Ah c'est ouais. les dialogues qui sont hilarants parce que je pense qu'on se reconnaît un peu dans notre absurdité à nous. Ah oui, les dialogues de Christine me tuent parce que elle les dit en pleurant, mais moi, je peux pas les entendre sans... Parce que c'est... La vie, quand on l'a... Une fois... par exemple, de demander à ce jeune homme à cet homme qu'elle vient de rencontrer, qui semble parfait pour elle, mais dont on lui dit: tu sais, il n'est pas du même milieu que toi, hein, ça va pas. Et tout d'un coup, elle lui dit: mais tes amis, je les vois jamais. Mais tout d'un coup, quand on est dans la situation, en effet, c'est une question terriblement angoissante. Qu'est-ce que tu me caches? Mais vraiment, qu'est-ce que je vais découvrir de toi? Mais au fond, vécu à l'extérieur, quand on est, une fois que c'est déposé sur le papier et qu'une comédienne s'en empare, on peut aller très loin avec ça. Et par exemple, la scène où elle confie son chagrin ou ses malheurs à sa meilleure amie, et que pour lui parler du banquier, elle va la retrouver aux toilettes du café. Je veux dire, vraiment, Juliette passe du rire aux larmes dans la même scène, dans la même prise. Et je crois que c'est elle, Juliette, qui a rendu le film comme ça aussi, hein. Bon, évidemment, Christine. Puis moi, je suis pas non plus opposée du tout à l'idée qu'arrivée à un certain âge, une femme est capable d'avoir comme un homme de la dérision sur sa vie amoureuse. C'est pas réservé aux hommes. C'est probablement d'avoir travaillé avec Christine pour écrire le scénario, mais c'est votre film le plus bavard. Est-ce que je me trompe? C'est celui qui a le plus de dialogue. Beau travail, on est assez économe là, dans les échanges. Ah ben, vous savez, à la Légion, en dehors de donner des ordres, il n'y a pas. Ouais.
on parle pas de ce que je disais tout à l'heure. Il y a les états d'âme, on est obligé de les garder pour soi. Ouais. Et d'abord, beaucoup parlent pas la même langue. Pourquoi il y a des binômes? J'ai appris, par exemple, qu'à la Légion, le premier mot qu'on apprend, parce qu'il y a celui qui apprend à l'autre le français, il faut qu'il aille très vite. Il a 2 mois pour apprendre le basique. Mais le premier mot qu'on apprend, c'est bière. Donc déjà, moi, ça me fait rire. Ah, puis on est meilleur avec les langues qu'on a vu une petite bière aussi, alors ça doit aider. Mais justement, est-ce que de là, vous vous lancez dans un film où il y avait tant de dialogues, où les ressorts comiques et où souvent le cœur de la scène, c'est ces grandes conversations entre Juliette et ses hommes, est-ce que ça vous changeait un peu la façon d'aborder votre cinéma, d'aller filmer du dialogue plutôt que justement filmer des corps ou des brefs échanges ou... Ben non, parce que je connais Christine depuis longtemps, puis j'ai dans une école, dans un atelier au Fresnoy en France, j'avais déjà filmé des extraits de dialogues de Christine. Non, j'adore les dialogues de Christine. J'adore parce qu'ils sont terriblement quotidiens et très bien écrits, mais aussi ils me réjouissent parce qu'ils pose d'emblée la douleur de la vie amoureuse dans tous ses livres. Et c'est l'objet principal de ce qu'elle écrit. En dehors de son premier livre, L'inceste, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur Un beau soleil intérieur? Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous avez eu ce plaisir-là cette année. Vous avez des questions sur ce plus récent film? Je vais vous redonner le micro plus tard, pensez-y. Je disais, OK, un nouveau territoire, quelque chose de plus comédie. Il y a eu un film plus de genre avec Trouble Every Day. Vous vous êtes promené comme ça entre les genres et là, vous arrivez à la science-fiction avec High Life. Et il n'y a pas beaucoup de dialogue dans High Life. Ah, on se prépare. La science-fiction, c'est quelque chose que vous avez déjà un peu exploré à l'école. Est-ce que je me trompe? Non, mais j'adore la science-fiction. Mais là, vous verrez le film. C'est pas Star Wars. Hein, c'est un univers un peu concentrationnaire. Hein, c'est pas très loin de la Légion, d'une certaine manière. Non, je dirais... Moi, je pourrais... je ne fais pas vraiment des films de genre, je pense. Je suis incapable vraiment d'avoir de la dérision par rapport au film, à la peur, par rapport à l'horreur. Il faut quand même avoir un peu de dérision pour rentrer vraiment dans ce qu'on appelle le genre. Mm-hmm. Oui, des fois, le film de genre va un peu dans le pastiche, tandis que vous restez... Même quand on ne va pas dans le pastiche, y a quand même une façon... Vous savez, le film de genre, c'est quelque chose c'est très beau, souvent, parce que c'est des films qui, à Hollywood, ont été inventés pour récupérer des morceaux de décor qui avaient déjà servi pour faire des films à plus petit budget, avec des acteurs moins connus. Vous savez, c'est comme quand on a fait un pot-au-feu, le lendemain, on peut faire un hachis parmentier. C'est réutiliser les restes. Voilà. C'est comme ça que c'est né un peu le film de genre. Et cette idée-là je trouve géniale. Voilà. Ça, j'adore. J'adore cette idée qu'on peut se servir. Le cinéma, c'est une matière si miroitante. Voilà. Donc, on pourrait dire, Beau Travail, c'est un peu un film de genre sur la Légion. Mm-hmm. Vous voyez? Un peu. Alors, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre là, avec High Life? Vous nous dites un film peu de dialogue. Non, je dis c'est pas un film de science... Disons, c'est pas du tout un film de science-fiction dans la mesure où il est à peu près... Enfin, comment dire? Il n'invente pas des mondes parallèles. Il n'y a pas d'êtres d'une autre planète qui vont arriver. Non. On reste sur l'humain. Non, je me suis servi de base un tout petit peu scientifique quand même, en imaginant que des humains, ça, c'est de la science-fiction aujourd'hui, mais pas
pas demain, parce que existe scientifiquement. Quand on sort du système solaire, si on peut aller très vite, on peut aller très loin, mais il faut aller à une vitesse quand même qui se rapproche de la vitesse de la lumière, de telle sorte qu'on retrouve une gravité artificielle. Et donc on ne flotte pas, parce que ça serait épuisant de flotter parce que c'est une vie entière. Quand on quitte le système solaire, les années vont passer, je devrais dire, ou lentement ou très vite. Mais le temps n'est plus le même. Voilà. C'est ça, en gros. Mais on ne peut pas dire que c'est de la science-fiction, puisque c'est quelque chose que nous savons aujourd'hui. Et si on avait un moyen de propulser des vaisseaux avec de l'antimatière, par exemple, qui ne prendrait pas énormément de place et qui ne coûterait pas des vies humaines, peut-être que le jour où on pourra faire fonctionner la matière et l'antimatière, on pourra en effet aller très vite dans l'espace, dans un espace où il n'y a pas d'atmosphère du tout, donc il n'y a pas de frottement, de résistance, et où on peut aller loin, mais donc peut-être ne jamais revenir. Voilà. Du reste, les savants qui travaillent sur ça pensent qu'en effet, ça n'aurait plus vraiment d'intérêt de revenir, puisque quand on reviendrait sur Terre, les gens qu'on a connus seraient morts, et que soi-même, on serait assez vieux aussi. Voilà. Alors, c'est votre premier film en anglais, mais on vous a déjà courtisé, je pense, pour aller faire des films aux États-Unis. C'est bien beau mot, mais non, peut-être oui. On m'a demandé, ouais, déjà. Mais vous savez, il faut que ça tombe bien dans la vie, il faut que ça tombe bien. En plus, je me disais, c'est quand même un peu bizarre de mettre dans l'espace des gens qui parlent. Parce que dans l'espace, on se dit, bon, on parle anglais ou russe, aujourd'hui, bientôt chinois, mais en fait, voilà, peut-être indien, enfin, ouais. hindou. Ben, j'ai trouvé fascinant, je crois qu'on vous avait fait lire le scénario pour Boys Don't Cry à une époque, et ouais. Vous avez décidé de ne pas faire ce film-là. Ah non, j'ai pas décidé, j'ai peur de... J'ai demandé une trop longue préparation. Il fallait que ce fait divers était tellement extraordinaire que je me suis dit, il faut que je peux pas être extérieure, il faut que je sois dedans. Et pour être dedans, il me fallait une longue préparation parce que c'est pas ma langue, je connaissais pas cet État américain. L'histoire elle-même, elle est surprenante. Donc j'ai eu peur, voilà. Donc j'ai eu peur et j'ai demandé une trop grande préparation. Ouais. Et je le regrette. Oui, ça aurait été intéressant. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, quel film ça aurait fait avec Claire Denis aux commandes. Le film qui a été fait est beau, hein? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez... qu'est-ce que vous avez comme fantasme de réalisatrice en regardant vers les prochains projets? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inassouvi que vous vous dites là? Prochaine chose sur la table, je veux faire ça avec cette personne-là. Une comédie musicale. Inassouvi. Je me vois un peu comme une grosse bête qui aurait besoin d'assouvir Non, on n'assouvit pas grand-chose en faisant des films. On a l'impression souvent qu'on les rate en plus, ou qu'on les réussit pas assez. Donc, ça décuple pas l'appétit, c'est un peu de la science-fiction, ça nous propulse vers... il y a une énergie qui peut-être est de l'énergie noire, l'énergie qu'on a brûlée, et qui fait que tout d'un coup, en effet, le travail est nécessaire, parce que c'est peut-être un peu comme une addiction, mais on ne peut pas dire qu'on assouvit quelque chose. Et heureusement, au fond, peut-être. Heureusement que ça reste
plus comme une addiction, ouais. On vous a déjà aperçu devant la caméra, entre autres, Vénus Beauté Institut de Tony Marshall. Oui. Est-ce qu'on pourrait vous revoir plus souvent devant la caméra? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire Oui, plus? on m'a parfois demandé, ouais. Mais ça tombait mal. Là, on m'a demandé de jouer dans le film de Bruno Podalides, Bécassine, qui n'est peut-être pas encore sorti, mais qui est peut-être à Toronto. Non, pas encore. Non. Mais, pas le rôle de Bécassine, malheureusement. Ça vous irait Mais très bien. je tournais High Life, donc... Non, oui, bien sûr. Oui, c'est... Quand il y a le trac aussi. Ouais. Mais ça vous surprend, ça, quand on vous propose comme actrice, qu'on pense à vous pour des rôles devant la caméra? Je sais pas, j'essaye de pas y penser. Je me souviens un film où j'étais la mère de Sandrine Kiberlin, et qui était elle-même ouvrière dans une usine de sardines comme sa mère. Ça se passait à Boulogne. J'ai tourné 2 jours avec Sandrine à Boulogne. Ben oui, je me suis projetée dans cette idée-là. Et oui, j'ai aimé ça. Et j'aime, chaque fois que je rencontre Sandrine, je sens que j'éprouve pour elle quelque chose de plus. Oui. Après cette expérience-là. Oui. Je me tourne encore vers vous, public, si vous avez des questions. Oui, madame. Je vais en trouver une. J'ai beaucoup aimé 35 Rome. Qu'est-ce qu'en a pensé votre maman? Est-ce que vos parents ont pensé peut-être de chocolat Pour m'assurer que tout le monde a entendu la question. Qu'est-ce qu'en a pensé ma mère et qu'est-ce que mes parents? On pensait peut-être de chocolat, puisque... Ah, bon alors, ma mère, je crois qu'elle a aimé 35 Roms, qu'elle a été émue. Mais ma mère n'était pas quelqu'un qui se répandait en... Non, je pense pas. Je crois qu'elle en a parlé peut-être dans la famille. Hein. J'ai quelqu'un de ma famille qui est là au premier rang, mais non, à moi, non. Elle était pudique, ma mère. Mes parents, qu'est-ce qu'ils ont pensé de chocolat? Je sais pas. Je leur ai pas demandé. Je crois qu'ils étaient tellement surpris que j'ai choisi de faire des films que j'ai abandonné. Mon père me voyait en prof d'histoire, géographie. Il avait tellement rêvé de ça que je crois qu'ils étaient un peu étonnés. Et après, ils ont été touchés que je sois allée au Cameroun, sûrement. Mais je sais pas, ils n'étaient pas terriblement complimenteurs, vous voyez. Puis moi, j'aurais été gênée aussi. Mais ils ont vu le film, bien sûr. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions du public sur n'importe quel film, sur la carrière de Claire Denis en général? Oui. Bonjour. Enchantée, d'abord. Merci d'être venue à Toronto. J'ai une question juste par rapport au montage. Vous avez touché un petit peu le sujet. Déjà, j'aurais aimé savoir quelle était la place justement pour vous pour le montage. Est-ce que par rapport au scénario, vous respectez beaucoup le scénario? Vous avez déjà commencé à répondre, mais... Alors, une question sur le montage. Comment est-ce que Claire travaille le montage? Et la question nous vient d'une monteuse. Écoutez, ça dépend beaucoup des films. Mon premier film, c'était à la virgule près, parce qu'il y avait cette sensation que dès que je m'éloignais du scénario, j'étais perdue. Après, on prend un peu de liberté, quand même. Mais, vous savez, je pense qu'il y a il y a le scénario, il y a le plan de travail et le budget, et il y a le montage. Et ces 3 éléments, il faut qu'on les mette en phase. Et parfois, le budget fait que arrive dans la salle de montage un film qui est un peu bancal, qui n'est pas tout à fait le scénario. Ou bien, par exemple, il manque une scène, vous voyez? Vous le savez. Ou une scène est ratée. À l'époque de la pellicule, elle pouvait être rayée.
ou surexposé. J'ai même eu en Corée, quand j'ai tourné L'intrus, toute la pellicule tournée à Busan est passée au rayon X. Ouais. Il a fallu retourner. Bon, mais vous savez, comment dire, il y a des films qui ont un besoin, d'une chronologie qui est dans la forme même du scénario et du film. Et ces films-là ne changent pas beaucoup au montage. Ils s'améliorent au montage, ils prennent vie au montage. Ça, c'est génial. Parce qu'au montage, on souffre un peu d'abord, parce qu'on voit que les choses ratées. Et puis, tout d'un coup, le film prend vie. Et alors là, ça devient extraordinaire. Voilà, pour moi, voilà, par exemple, High Life, beaucoup de choses ont manqué, puisqu'en plus, il y avait quelques effets spéciaux qui n'étaient pas encore faits, mais et que il y a eu certains incidents pendant le tournage, y compris la mort de ma mère, du reste. Mais donc j'ai perdu des journées de tournage, mais on a retrouvé cette forme du scénario au montage, et quand on... Voilà, ce jour-là, on l'oublie jamais. Quand on voit je l'oublierai jamais de ma vie. Un jour, on sait, ah oui, voilà, le film est là. Peut-être pas tout à fait encore, mais ça y est. Et ce moment, c'est un beau moment. Et à ce moment-là, on retrouve quelque chose qui a animé le scénario, qui a poussé à écrire le scénario. On n'est pas... Voilà, c'est là où ça se rejoint. Je n'ai jamais ressenti à ce moment-là que j'avais complètement oublié le scénario. Non. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Moi, il faut que je vous dise quelque chose. Si je ne vais pas aux toilettes dans les 2 minutes qui viennent, comme j'ai bu ce thé vert, il va y avoir un incident. Alors, si vous avez une excellente question urgente, c'est maintenant ou jamais. C'est la dernière minute pour la poser. Alors, non. On va vous libérer, Claire. On ne veut pas vous garder en souffrance. Non, mais en souffrance, non. Je fais la légion, quand même. Je me domine. Mais merci énormément. Et vous savez, oui? Voilà un truc sur les hommes, et la différence des femmes et les hommes. Il y a une chose que toutes les femmes qui travaillent sur les plateaux, pas au montage, mais sur les plateaux, elles savent, c'est que quand on tourne on location, pour une femme, c'est plus compliqué. Les envies pressantes, c'est des tragédies. Hein. S'il n'y a pas des toilettes aménagées par la régie, et en France c'est rare, eh bien je peux vous dire qu'on sait se retenir. Ah ouais. Non mais je plaisante pas. Hein. Ça me semble la bonne façon de clore cette conversation. Voilà. Merci Claire Denis de votre générosité. Bon, merci beaucoup à vous. Et voilà. Bon Toronto. Alors, on découvrira High Life qui est en première demain au Festival de Toronto. Il y a quelques projections au cours de la semaine. Profitez-en. Et puis, quel plaisir de retourner vers vos œuvres, Claire. Merci beaucoup.